parti. Nexus de Yuval Noah Harari, partie 2. Donc la partie 1, c'était bien, mais la partie 2, ça va être encore mieux. Et donc, si je résume un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois, parce que c'est... Ouais, peut-être on va pas se souvenir de tout. On avait vu la dernière fois la vision naïve de l'information. Donc, c'était intéressant parce que c'était pas forcément évident qu'avoir plein d'informations, ça pouvait être mal. Mais la dernière fois, on avait réfléchi, on était d'accord quand même. Et c'était opposé à la vision populiste de l'information. Je fais mes propres recherches, tout ça. On a vu des exemples historiques de ce qui s'était passé quand une nouvelle technologie majeure de l'information apparaissait. Et en effet, c'était pas toujours pour le mieux. Et par exemple, on avait cité la chasse aux sorcières, qui notamment volait les pénis et les entreposait dans des nids d'oiseaux. Ce qui n'avait pas fait rire Clem, on le rappelle. Je lui avais montré une belle enluminure avec des quéquettes dans un arbre, dans une luminure moyenâgeuse. Elle était passée. T'avais dit quoi déjà? Ah oui, t'avais fait. Ouais, c'est pas très marrant. Ouais, sûrement. Ouais, voilà, donc on le rappelle. On a vu qu'il y avait un équilibre entre ordre et vérité, c'est-à-dire que l'information peut apporter les deux, avec plutôt le curseur vers l'ordre dans le cas des autocraties et vers la vérité dans le cadre des démocraties. On va l'illustrer encore un peu. On avait vu que les technologies de l'information sont uniquement, et il insiste sur le uniquement, des vecteurs. C'est-à-dire qu'un livre, par exemple, a toujours besoin d'une institution avec des humains pour l'interpréter. Arrive aujourd'hui pour la première fois de l'histoire de l'humanité une technologie de l'information qui n'est pas un vecteur mais un acteur, donc c'est l'IA. Donc c'est comme un humain, c'est une entité capable de créer de l'information. Et on avait commencé cette partie en parlant du premier massacre massif lancé par une IA, à savoir les Rohingyas. Voilà. On avait dit oui, mais c'est de la faute de ceux qui ont codé l'algorithme. On n'était pas sûr de nous la dernière fois, je me souviens, on était un peu fébrile. Ouais, on voulait remonter à... Ouais, on voulait dire c'est pas de la faute de l'algo, mais des mecs qui l'ont codé. Alors que Yuval nous dit cet ouvrage s'inscrit en faux. Cette affirmation, on n'était pas trop d'accord. On avait du mal à intégrer que c'est pas un peu de la faute des mecs qui ont codé. Oui, c'est ça. Ouais. Que c'est pas un peu de la faute des gens qui ont une conscience de ce qu'ils font. Ouais, mais l'ouvrage s'inscrit en faux. Mais l'ouvrage s'inscrit en faux, on a bien compris ça. Le débat reste ouvert quand même. Ça nous mettait un temps à intégrer que... Je sais pas si... Moi, j'ai réfléchi dans ma voiture un peu. J'ai pas trouvé la réponse. Je sais pas si t'as trouvé la réponse, Georges. De la faute de qui je sais pas, moi je suis toujours d'accord avec moi-même. Okay. Donc, toujours d'accord que c'est je suis toujours d'accord avec le postulat qu'il y a quelqu'un qui a quand même créé le truc, tu vois. C'est vrai. Bon. Enfin, tu vois, il y a quelqu'un qui a créé le truc, il y a quelqu'un qui paye pour les serveurs, tu vois, le truc n'est pas autonome à date, tu vois. On verra. Et puis même s'il est autonome, un jour, il y a quand même quelqu'un qui a lancé le truc. Ça sera quand même de la faute du mec qui a 150 ans qui a inventé le... Ça sera la faute de... Comment il s'appelle, le mec qui a inventé les PC Les machines non, parce qu'aujourd'hui, tu sais, tu peux... Ouais, ça sera la faute d'Alan Turing. Mais non, mais parce qu'aujourd'hui, tu sais, tu peux déjà lancer des agents autonomes, tu vois, que tu leur donnes une tâche et ils se débrouillent en appelant différentes API et en cherchant l'info sur Internet, tu vois, pour atteindre ta tâche. Mais il y a quand même un individu qui a lancé le truc. Et y a ton agent autonome, il run quand même sur un serveur que tu as payé, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à concevoir le moment où il y a l'humain derrière est suffisamment éloigné pour qu'il soit pas responsable. Oui, mais je suis d'accord parce que là on rigole et tout, mais je suis d'accord qu'il y a débat et en fait ce qu'il essaie de nous faire pressentir, c'est que quand même à un moment on va arriver à un certain niveau de sophistication dans l'intelligence artificielle où ça va être difficile de pas le considérer comme un agent intelligent et autonome et de pas lui imputer une faute. Et tu sais, s'il merde en tant qu'entreprise, de pas lui dire là t'as merdé, du coup ton entreprise elle va devoir payer X en amende par exemple. Et du coup l'IA qui doit sûrement avoir une fonction qui inclut de maximiser la thune qu'elle se fait. Du coup elle sera pas contente et enfin tu vois il va y avoir un moment où l'humain va finir par sortir de la boucle, quoi. Mais bon, du coup on n'en est peut-être pas encore là en effet. Et donc Yuval nous donne un aperçu de la puissance de ces nouveaux membres, donc de l'IA, qui ont rejoint l'humanité en tant que nœud entre les vecteurs de l'information, et on s'était arrêté là.
et on va continuer. Et donc, on va continuer. Et on continue sur le 6 janvier 2021. Un homme de l'Ohio a écrit sur Facebook. Donc, je rappelle, le 6 janvier 2021, c'est la date de l'assaut contre le Capitole. Et donc, le gars, il a écrit qu'il allait à Washington assister à un moment historique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, une citation à comparaître fut adressée à Facebook, qui remit toutes les données en sa possession sur l'homme au FBI. Donc, tous ses messages, sa carte de crédit, son numéro de téléphone. Le FBI a fait la correspondance entre la photo de son permis de conduire et la vidéosurveillance du Capitole. Ensuite, ils ont adressé un mandat à Google et ils ont obtenu la géolocalisation du téléphone pendant toute la journée du 6 janvier. Et ensuite, ils ont fait appel au lecteur de plaques d'immatriculation et ont retracé son parcours en voiture. Et ils ont même eu la photo où il a été pris sur l'autoroute dans sa voiture avec une casquette rouge « Make America Great Again ». Et donc, ils l'ont retrouvé et ils l'ont jugé sur la base de ces éléments. Alors, c'est marrant, mais c'est un peu fait manuellement. Et il cite quand même un exemple où c'est plus du tout fait manuellement. C'est en Chine, ils ont retrouvé le petit Gui Hao, 13 ans, qui avait disparu alors qu'il avait 3 ans. Et en gros, l'algorithme a juste simulé à quoi il devrait ressembler à 13 ans. Et juste, il s'est fait filmer à un moment Gui Hao. Et je ne sais pas le prononcer, désolé. Et il s'est fait filmer et juste, ça a fait un warning du genre, ouais, on l'a retrouvé, quoi. Genre 10 ans plus tard, ils l'ont retrouvé. Ouais, juste avec une putain d'IA. Voilà. De stimulation de sa face. Donc ça, c'est quand même de la folie furieuse. Et ouais, ça donne un peu un aperçu quand même de la puissance du truc et de ce que tu peux en faire dans un état, quoi. Et sinon, il l'utilise aussi, il y a un autre exemple, il l'utilise au Danemark pour empêcher les hooligans de rentrer dans un stade. Et donc, imagine, tu t'es fait bannir des stades. En gros, à l'entrée, ils mettent une caméra. Et juste, si t'es banni, ça fait une alerte et tu peux pas rentrer. Et c'est conforme à la RGPD. Parce qu'ils disent juste, oui, en fait, c'est juste plus rapide que d'avoir un humain qui vérifie avec la photo. Et donc, ils font ça, quoi. Mais du coup, si tu mets une fausse moustache et des lunettes... Ça, je sais pas. Je sais pas. Ok. Je sais pas si ça marche quand même. Après, si elle arrive à reconnaître le petit Gui Hao qui a 3 ans, 10 ans plus tard, toute rigueur, il doit quand même pouvoir te cramer si t'as une fausse moustache. Mais bon. Après, tu peux mettre. Je sais pas, ça change quand même ta gueule, quoi. Après, tu peux mettre un masque de cheval, oui, et juste ça marche pas. Mais... c'est ça. Non, mais tu vois. Peut-être juste c'est interdit. Peut-être juste ça fait une alerte quand t'as un masque. T'as des rouflaquettes et. Mais c'est vrai que l'histoire ne le dit pas. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. En Iran, où le port du hijab est obligatoire, la police des mœurs, avant l'IA, était bien dans l'embarras parce qu'elle avait des soucis à faire respecter cette règle. Voilà. Parce que la police ne peut pas être partout. Et tu sais, les gens sont relous en Iran, ils veulent pas respecter le truc et tout. Voilà. Et tu sais, ça me fait penser un peu quand il fallait se mettre son masque Covid et que les gens voulaient pas respecter. Et donc en gros, il faut tout le temps surveiller les gens. Donc la police iranienne était dans l'embarras. Et donc, voilà, ça posait problème parce que les femmes avaient tendance à pas se laisser faire. Tu sais, quand elles se laissent pas faire, souvent ça dégénère. Et quand ça dégénère, après, tu as des manifs et tout. Donc, voilà. L'ayatollah était dans l'embarras. Et alors qu'ils ne demandent pas non plus la lune, quoi. Et ils ont fait quoi, à votre avis ? Ils ont utilisé des caméras avec une IA pour détecter les gens qui n'avaient pas de voile sur la tête. Ouais, genre ils t'envoient une amende. En fait, ils décalent. Ah, t'es au courant ? Pas sur l'espace public. Non. Ah non, ok. Je me dis, si ça fout la merde quand ils t'arrêtent dans l'espace public, ils doivent décaler la bifle. Et du coup, t'es niqué ultérieurement. Non, t'as pas le temps de t'énerver, quoi. Ouais, non, en fait, ils ont utilisé l'IA pour se remettre en question. Et ils en ont conclu, ouais, en fait, c'est relou pour les meufs de faire ça et tout. Et genre, ils ont arrêté.
Donc en effet, l'IA a confié l'essentiel de la tâche de surveillance du port du hijab à un algorithme de reconnaissance faciale, donc qui scrute les espaces physiques et les environnements en ligne. Donc j'imagine les environnements en ligne, c'est les réseaux sociaux. Ah ouais, putain, ils sont bah, c'est l'ayatollah. Et donc il donne un exemple d'utilisation, par exemple, pour les femmes qui mettent le hijab en voiture. Donc si l'algorithme te voit sans hijab, il t'envoie un SMS de mise en garde. Si tu recommences, ton véhicule est immobilisé. Et si tu n'obéis pas, bah, ton véhicule est saisi. Et il n'y a pas de vérification humaine, il dit, Yuval. Il n'y a pas besoin. Voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin, mais il y a bien quelqu'un qui vient saisir ta voiture. Non, mais il n'y a pas quelqu'un qui vérifie que... que tu portes pas ton voile. Que tu as bien porté le hijab. Ouais, enfin, ils font confiance à l'algo. En tout cas, c'est ce que je comprends quand il dit pas de vérification humaine. Ouais. Okay. Et donc c'est sympa quand même parce qu'il te prévient quand même, je trouve. Tu vois. Et il te fait 1 ou 2 avertissements. Ouais, quand même. Tu vois. Putain, j'avoue, ils sont advanced. Ouais, c'est advanced, hein. On est d'accord et tout. Ouais. Et Arrêtez, c'est trop badant. Et donc, ils veulent faire pareil pour le masque en mode Covid ? Ouais, bah je sais pas. Parce que tu sais, peut-être que ça serait une bonne idée. Parce que tu sais, dans le métro, souvent, les mecs, ils le mettent sous le nez, le masque. Sous le menton, même. Ouais, mais peut-être pas. Ouais, bon, là, t'as peut-être une amende quand tu le mets sous le menton. Mais ça permettrait d'envoyer les amendes, ouais. Donc, entre le 8 avril et le 14 juin, le porte-parole de la police iranienne s'est félicité que 1 million de SMS avaient été envoyés à toutes les femmes qui avaient, entre guillemets, dérogé aux conventions morales. Et ce système-là qui permet d'envoyer des amendes, donc ça permet d'envoyer les femmes en prison jusqu'à 10 ans, confisquer les véhicules, confisquer les permis, effectuer des retenues sur salaire, ça c'était pas mal, supprimer les avantages sociaux. Et dans un souci d'équité entre les genres, il expliquait que les chefs d'entreprise qui ne font pas respecter le port du hijab risquent une amende pour eux, pouvant aller jusqu'à 3 mois de bénéfices de l'entreprise. Et c'est toujours pas fini. Il explique qu'ils peuvent utiliser ça aussi pour les gens qui manifestent. Donc, par exemple, le 16 septembre 2022, tu as eu Mahsa Amini qui a trouvé la mort dans un incident de hijab, justement, avec la police. Donc, il y a eu des grosses manifestations. Et en fait, ils ont pu, après coup, arrêter 19 000 personnes et assassiner 500 personnes. Tu sais, ils filment la manif, ils t'identifient et ils t'appellent, mais au calme une fois que tout s'est tassé, tu vois. Mm-hmm. Et donc ça permet, disons, de... Mais c'est énorme, le nombre de personnes. Ouais, c'est beaucoup. Et donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça permet de faire des emprisonnements et des meurtres, mais sans faire d'esclandre, en fait. Mm. En fait, tu n'es pas du tout obligé de le prendre en flagrant délit, en fait, la personne, et de l'emmener pendant qu'il crie et tout. Donc, voilà. Donc, c'est assez utile en termes, pour réutiliser la dichotomie ordre-vérité, là, dont parlait Yuval. Bah, en fait, ça permet de maximiser l'ordre, quoi, pour l'ayatollah. Il s'appelle l'ayatollah, je dis ça, mais je n'ai même pas vérifié. Donc voilà, c'est un étendu. Comment je peux dire ? C'est une description de la puissance des nouveaux venus, selon Yuval. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire là-dessus. Non, oui, en fait, c'est plus que, tu sais, tout ce qui est... En fait, parce que là, c'est même niveau 1, tu vois, c'est même pas niveau 2, dans le sens où il n'y a pas réellement de réflexion. Là, c'est plus de la reconnaissance. Ouais. Et effectivement, les algos de reconnaissance, que ce soit audio, vidéo, image et texte, aujourd'hui, ils sont parfaitement fiables en toutes circonstances et ils sont beaucoup plus efficaces que l'humain. Donc ça, effectivement, je pense qu'il faut collectivement se rendre compte qu'aujourd'hui, tout ce qui est lire du texte, reconnaître des visages, décrire des photos, décrire des vidéos, reconnaître un son, reconnaître une vidéo, etc., tout ça, ça est résolu et on sait le faire avec une perfection au-delà, enfin, on sait le faire avec un niveau bien au-delà de l'humain, de manière automatisée et extrêmement rapide, extrêmement fiable. Et du coup, sur la base de ces
performance de reconnaissance, tu as plein de cas d'usage derrière que tu peux déployer. Et effectivement, des cas d'usage qui peuvent être déployés, ça peuvent être très intéressants pour des organismes étatiques. Voilà. Mais du coup, pour moi, c'est même le niveau 0 de l'intelligence artificielle, dans le sens où c'est de la simple reconnaissance, description, tu vois. Ouais. Encore au-delà. Mais mais même à ce niveau 0, en fait, son point, c'est que quelque part, pour la première fois, les autocraties ont un outil qui permet pour ceux qui ont lu le livre, de se rapprocher là, du bouquin qui s'appelle 1984 de George Orwell, où en fait, bref, dans le bouquin, chacun a toujours un espèce de caméra qui le surveille quoi qu'il fasse. Et en fait, jusqu'à maintenant, tu te disais, mais en fait, humainement, c'est pas possible d'éplucher tout ce que les gens disent, tout ce que tu enregistres, tout ce que tu vois. Je veux dire, tu peux pas avoir assez de bureaucratie et pour remonter ça de manière efficace et en faire quelque chose. Et là, pour la première fois, les autocraties commencent à avoir en fait ce genre de moyens, et donc commencent à avoir le moyen de faire quelque chose qui pourrait ressembler à 1984 de George Orwell. Disons que ça commence à devenir concevable en fait. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la surveillance permanente de tout le monde est possible. À la fois l'enregistrement et la requête. En gros, tu peux filmer ou enregistrer tout le monde tout le temps, et tu peux après query ta base de données avec des IA, dire je cherche le mec roux à poil long, machin, et ça va te le trouver. Tu vois. Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est possible plus que jamais, et aujourd'hui, c'est devenu... voilà. Mais en fait, moi, là où j'ai du mal sur toutes ces histoires, en fait, c'est le sujet des technologies de surveillance, tu vois. Et en fait, là où moi j'ai du mal sur ce sujet-là, c'est toujours le chat et la souris, tu vois. T'as des technologies de surveillance qui émergent, et t'as des contre-mesures qui émergent, etc., etc. Ouais. Et donc, tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu sais, t'as eu Edward Snowden, etc. Avant les IA, t'as eu l'histoire des Five Eyes et des Américains qui surveillent tout, etc. Et du coup, en face de ça, t'as eu tout ce qui est messagerie cryptée qui s'est développé, tu sais, genre Signal, Telegram, etc. Et en fait, mon point, c'est que à chaque fois qu'il y a des nouvelles méthodes de surveillance qui émergent, t'as la société civile ou d'autres organisations qui essayent de les contrer par divers moyens. Et là où moi, ce que j'arrive pas à percevoir, c'est à quel moment ça va devenir impossible et les acteurs étatiques vont être trop puissants et on va plus pouvoir les contrer, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non mais complètement. Mais en fait, le truc qu'il faut garder en tête, c'est que lui, il fait le distinguo entre démocratie et autocratie. Et où démocratie, c'est un peu ce que tu décris. C'est-à-dire que l'idée de la démocratie, c'est d'avoir plusieurs institutions, mais on va revenir dessus, mais plusieurs institutions qui vont justement pouvoir se tenir et se surveiller, et être contre-pouvoir les unes des autres. Donc ça, c'est un peu le principe de la démocratie tel qu'il la structure dans son livre. Et le principe de l'autocratie, justement, c'est que tu n'as qu'une seule tête vers laquelle tout converge. Et donc toi, ce que tu décris, c'est peut-être un petit peu plus ce qu'il voit dans les démocraties. Je décris ce qu'il voit dans les démocraties, mais aussi je décris tout simplement... En fait, toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a atteint un niveau d'avancement technologique qui donne trop de pouvoir potentiel à l'État. Et quand l'État est problématique, donc quand l'État est de type autocratique, ça peut être un grand problème. Ouais, moi, ça, je suis d'accord. C'est ça qu'on dit, mais, je suis d'accord. Mais voilà, moi, ça, je suis d'accord, mais j'ai un argument, c'est que en même temps que les avancées technologiques de surveillance, tu as également des avancées technologiques de contre-surveillance ou d'échappée, ou d'échappement, tu vois, je sais pas comment on appelle ça. Oui. Et donc, tu vois, genre, t'as le VPN, t'as la moustache, t'as les signals, t'as machin. Et donc, chaque fois qu'on me décrit une avancée technologique où on me dit oui, c'est un monde orwellien qui arrive, j'ai du mal à être convaincu dans le sens où, en fait, il faudrait me prouver qu'il y aura pas de contre-mesures qui seront, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Carrément. Mais oui. Après, même dans le roman de George Orwell, je sais pas, il arrive à prendre un train et aller à la campagne dans une église pour discuter tranquillement avec sa nana. Mais voilà, tout dépend en effet de à quel point c'est disproportionné. Et tu vois, par exemple, tu sais, les voitures autonomes, genre les Waymo, les machins, aujourd'hui, tu sais, à San Francisco, ils les kennent en mettant un plot dessus. Juste, tu mets un plot et ça fait bugger les sensors. Ah oui. Et la voiture, elle s'arrête, tu vois.
Et enfin, tout ça pour dire qu'il y a toujours on trouve des contournements, tu vois. Même chose, les reconnaissances faciales. Il y a des techniques pour juste faire en sorte qu'ils reconnaissent pas ton visage, tu vois. Je sais pas, genre, c'est rien, je l'ai pas en tête, mais genre, tu te mets un point vert et c'est bon, ils reconnaissent plus, tu vois. Et là, avec le hijab, tu mets un faux hijab. Ouais, non, mais tu vois. Non, mais c'est pas pour dire que c'est facile, non, etc. En gros, ça fait un hijab, mais genre derrière, il y a tes cheveux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et genre, l'algo, il le voit. Il y a un mulet. Ça, il y a un mulet, tu vois. Non, mais tu vois, tout ça pour dire que, en fait, quand on me dit c'est un moment sans précédent dans l'histoire et on atteint un point de basculement, c'est là où j'arrive pas à être d'accord. Enfin, je sais pas, en fait, tu vois. Ouais, on va voir. Mais bon, après, le truc, c'est que c'est quand même des agents intelligents, donc, pour la première fois. Donc, normalement, c'est censé, si à un moment où ça bascule, c'est censé être maintenant. Oui. Mais bon, on va voir. Je suis d'accord. Oui, mais du coup, oui, sur les agents intelligents, peut-être, tu vois, mais pas sur le truc de reconnaissance, bref. Donc, il y a un autre thème qui est lié à l'émergence de l'IA, que je pense qu'on peut citer, c'était la phrase « Quand on surveille, on change le comportement ». Et donc, je vais expliquer ce que ça veut dire. Et c'est très bien illustré par la célèbre histoire du livre L'archipel du Goulag de Alexandre Solzhenitsyn, l'homme dont personne ne sait prononcer le nom. Et donc, dans L'archipel du Goulag, il raconte une scène en 1930 en Union soviétique où, pendant une conférence, un hommage à Staline est lancé. Vous connaissez ça ou pas? C'est hyper connu. Non. Ok. Et donc, un hommage à Staline est lancé. Et donc, il faut se lever et applaudir. Mais personne ne veut être le premier à arrêter d'applaudir. Et au bout de 11 minutes, et je ne sais pas si vous voyez, 11 minutes, c'est vraiment... Enfin, les gens étaient en train de craquer, quoi. Le directeur de l'usine de papier s'arrête et se rassoit. Et tout le monde l'imite aussitôt. Et donc, la nuit, il est arrêté et envoyé au goulag pendant 10 ans. Alors, il est un peu con aussi. Voilà, mais donc... Mais pourquoi? Non. Parce qu'il est le premier à s'être arrêté. Il est le premier à avoir arrêté d'applaudir Staline. Mais donc, c'était quoi le principe? Fallait que personne s'arrête? Ouais, alors... Ouais, je sais pas. Bah pourquoi tu dis qu'il est un peu con? Il est juste normal. Non mais oui, c'est absurde, mais tu peux te douter que tu prends quand même un risque. Bah non, pas du tout. Au bout de 11 minutes, c'est OK, tu vois. Tu te dis qu'il y a un temps où c'est OK, quoi. Ouais, bah apparemment non. Donc, voilà. Donc, pourquoi cette anecdote? Bon, déjà parce que c'est rigolo, et en plus parce que les algorithmes changent le comportement. C'est-à-dire qu'on sait tous que... je sais pas, t'as ta chaîne YouTube, t'as ton compte de social media, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et je sais pas, tu vois que... Il nous a fait une François Damiens, là. Ouais, c'est ça. C'était clairement ça. Je me suis perdu quelque part entre la Belgique et l'Angleterre. Et donc tu fais, je sais pas, tu fais une vidéo un peu complotiste sur Michelle Obama, qui est un homme, en fait, voilà. Et un truc un peu con, quoi, ou en gros, voilà, un peu con et complotiste. Et tu vois que les compteurs de vues explosent. Et donc ta vidéo elle fait le buzz et tout, et donc tu vas continuer un petit peu, même inconsciemment, à faire ce genre de contenu. Ça s'appelle être capturé par son audience. Et au bout d'un moment, c'est difficile de savoir où est-ce que tu te situes dans la boucle, c'est-à-dire est-ce que les gens aiment vraiment tes vidéos, ou est-ce que c'est l'algo qui propose spontanément ta vidéo aux gens parce qu'elle a certaines caractéristiques. Voilà, ça commence à être pas évident. Et donc, en fait, si tu as demandé à l'algo des réseaux sociaux, par exemple, de maximiser l'engagement, en fait, tu vas changer les comportements des gens, quoi. Enfin, je veux dire, les gens, ils vont faire du contenu putaclic. Dans leur interview, ils vont chercher à provoquer l'extrait qui va faire le buzz sur Instagram. Ils vont se dire, il faut que ça fasse moins d'1 minute parce qu'il faut que ça fasse un YouTube short, donc il faut vraiment que je le coupe. Enfin, bref. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la phrase qu'il disait là, c'est quand on surveille, on change le comportement. Voilà. Et donc, ton comportement social devient dicté par ce que l'algorithme demande, en fait. Ça vous paraît clair? Oui. Ouais. Ouais, mais pour moi là, il dit 2 trucs. Tu sais, ton exemple pour moi, c'était pas nécessairement. En gros, pour moi, il y a 2 sous-sujets là-dedans. Il y a un, le fait que tu sais, genre, le média influence le contenu.
En gros, le contenant influence le contenu. Donc, tu vois, quand tu écris un truc pour les réseaux sociaux, effectivement, tu vas t'adapter au format réseaux sociaux. Donc, tu vas faire des trucs plus visuels, tu vas faire des trucs plus putaclic, machin, pour t'adapter à l'algo. Donc, c'est ce que tu disais. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un effet distinct de quand tu es surveillé, tu agis différemment. Tu vois. Donc, distinct, mais un peu similaire, mais c'est pas exactement la même chose. Tu vois. Genre, il y en a un. Et tu vois, genre, par exemple, quand tu vas écrire un roman, bah, du coup, tu vas avoir un propos plus long, plus construit, qui est différent, tu vois. Et donc, ça c'est l'effet. Le média sur lequel tu véhicules ta pensée va influencer ta manière de penser et la manière dont tu formules ton propos. Ouais. Et il y a un autre truc qui est de dire, effectivement, quand tu te sais surveiller, bah, tu vas t'auto-censurer, ou quand tu sais que t'es pas anonyme, tu vas pas dire la même chose, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est deux effets un peu différents pour moi. Ouais. Bah, ouais, enfin, si on prend un exemple pratique, là, tu vois, typiquement, on dénonce le fait que l'algorithme va mais tu vois, là, dans ton exemple sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que tu es surveillé que tu as changé ton comportement. C'est parce que tu veux que ton contenu marche et que ton contenu, tu le véhicules via un média qui est les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est pas lié à la surveillance. Ouais, mais typiquement, c'est vrai que toi, tu disais des choses qui étaient plus anodines, du genre, il faut que ça soit bien illustré, faut que ça soit adapté au contenu. Mais typiquement, tu pourrais dire que tu vas être encouragé par l'algorithme à faire du contenu qui divise, du contenu qui suscite l'énervement, la polarisation, alors que tu pourrais aussi imaginer un réseau social où l'IA, l'algorithme, va maximiser ton contenu si par exemple c'est des critiques constructives avec des gens qui sont polis dans les commentaires, qui s'écoutent. Oui, voilà. L'IA saurait faire ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça va juste complètement influencer en fait le type de contenu que tu produis, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, le sous-jacent derrière ce que tu dis, c'est que le média, le vecteur par lequel tu véhicules ton contenu, va affecter la construction de ton contenu. Et du coup, c'est distinct d'un aspect surveillance, en fait. Ça n'a rien à voir avec la surveillance. Mais moi, je suis d'accord. Je crois que je rejoins Georges sur le fait que le mot surveillance, là, dans ce cas-là, fait un peu bizarre. Ah oui, c'est ça qui vous gêne. Je pense que tu dis surveillance, mais c'est juste le fait qu'il y ait je sais pas comment dire, un algorithme intelligent derrière et que tu as connaissance de comment il fonctionne, ou en tout cas, à force de l'utiliser, tu comprends comment il fonctionne, et donc tu vas adapter ton comportement à lui. Oui, c'est le mot surveillance qui vous gêne, ok. Oui, c'est le mot surveillance, moi aussi j'ai tiqué. Oui. En gros, oui. Mais par contre, là où dans ce que tu disais, tu dis que c'est le média qui influence le contenu, et donc ça c'est vrai de base. Mais quand même, depuis qu'il y a il y a les algorithmes, je sais pas, qui fonctionnent d'une certaine manière pour maximiser un certain nombre de paramètres, comme tu dis, genre putaclic, machin, tout ça. Je pense que c'est pas la même chose que le média, parce que c'est le même média, mais du fait qu'il y a cet algorithme qui fonctionne d'une certaine manière, tu vas te mettre à faire du contenu complètement différent, potentiellement. Donc là, c'est quand même l'algorithme qui influence ce que tu fais, quoi. Oui, je suis d'accord. Il y a le média et effectivement l'algorithme mais tu vois, avant, tu peux dire que l'algorithme, c'est un rédac chef, tu vois. C'est juste que là, c'est automatisé. Mais en gros, même chose. Avant, t'écrivais pour un journal d'extrême droite. T'allais dire que les Noirs ont un plus petit cerveau parce que tu t'adaptes au journal dans lequel t'écris, tu vois. Là, t'écris sur Facebook, tu vas faire des trucs putaclic parce que tu sais que l'algo de Facebook, tu vois ce que je veux dire. La différence, c'est juste que c'est automatisé, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais après là, je suis d'accord, on a un débat un peu sur les mots, mais je pense qu'on a compris le truc. Et j'avais pensé à un autre exemple qui n'est pas dans le livre, tu sais, mais à force de voir les affiches de cinéma où tu sais, c'est Gladiator et c'est marqué Denzel Washington au sommet de son art ou je sais pas quel truc. En fait, tu sais, je suis sûr que les critiques de ciné maintenant, ils font gaffe à avoir une espèce de punchline dans leur critique en se disant peut-être qu'ils vont me mettre sur l'affiche avec le nom du journal et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est sûr qu'ils doivent faire ça maintenant. Tu vois, non, mais pour avoir leur nom sur une affiche qui va être partout dans le métro. Voilà. Ouais, je sais pas comment ça marche, ces trucs de journaux, comment c'est choisi et tout. Je pense qu'en gros, quand ils kiffent ta critique et qu'ils ont trouvé un peu la bonne phrase qu'ils veulent mettre, en gros, juste tu te retrouves partout sur toutes les pubs. Et moi, je suis sûr que ça doit influencer le comportement aussi.
Donc voilà. Donc disons que bon, on verra la morale de l'histoire à la fin du livre, mais disons que méfions-nous des comportements qu'on encourage, quoi. Disons. Voilà. Oui. Non, mais tu vois, moi, je cassais les couilles sur l'aspect surveillance parce que effectivement, je suis aussi d'accord que le fait de se sentir surveillé et le fait de ne pas avoir de vie privée est super dangereux et peut grandement faire changer les comportements des gens. Mais tu vois, c'est juste que je trouve que l'illustration n'était pas la bonne, quoi. Oui, non, mais je suis un peu d'accord. Ouais. Mais tu vois, effectivement, si t'es dans un pays où tu sens que tout ce que tu peux dire peut être repris hors de son contexte, machin, juste en fait, tu dis plus rien et ça tue toute forme de créativité, toute forme d'art, toute forme de dialogue honnête. Et donc, c'est un vrai problème. Mais c'est un vrai problème qui est distinct de je fais des trucs putaclic sur Facebook, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Genre là, le nombre de conneries qu'on dit dans ce podcast, si à tout moment je savais que ça pourrait être repris et retenu contre moi parce que je ne sais quoi, enfin tu vois ce que je veux dire. Il y a la combinaison de droit à la vie privée et de droit à l'erreur, quoi. Et si t'as aucun de ces deux-là, en fait, t'es juste tu tues toute recherche intellectuelle, quoi. Ouais. Bon, et même de là à dire qu'on est des intellectuels, tu vois. On est très loin de. Et non, mais il y avait j'avais entendu alors je saurais plus qui c'était, mais c'était un stand-upper, enfin un comique, comment on dit. Oui, bah, un humoriste. Un humoriste, voilà, merci. Un comique, lui. Qui disait, il faisait une blague où en gros il disait, mais en fait si jamais nos conversations Signal ou WhatsApp entre potes fuitaient ou devenaient publiques, mais on irait tous en prison, enfin, avec les trucs qu'on met. Et c'est vrai que quand tu réalises ça, tu dis, enfin, bon, peut-être moins Clem que nous. Moi, ça va. Mais tu te dis quand même, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que si ta conversation privée est fuite, tu t'es dans la merde, quoi. Donc, c'est quand même fort, ça m'a fait rire. Donc, autre thème dont on peut parler et qu'il évoque, c'est les réalités intersubjectives des ordinateurs. Et donc, pour rappel, la réalité intersubjective, c'est un terme qu'il avait inventé ou popularisé dans Sapiens ou dans Homo Deus. Je me souviens plus exactement. Sapiens, je pense. Mais une réalité intersubjective, c'est l'argent, par exemple. C'est-à-dire que l'argent n'a aucune valeur en soi, c'est juste qu'il a une valeur dans la tête de tout le monde. Et puisqu'il a une valeur dans la tête de tout le monde et que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il ait une valeur, bah en fait, quelque part, il est... ça devient objectif. C'est pas le bon mot, mais enfin, juste parce que on partage une même subjectivité, ça devient objectif, quoi. Donc c'est intersubjectif. Okay. Voilà. Donc ça, c'était un truc de Sapiens. Et voilà, donc il dit, par exemple, Jérusalem, qui est un endroit tout à fait classique, objectivement, avec des maisons et des pigeons, comme partout. Mais il y a des gens qui croient qu'il y a des anges et des bâtiments sacrés et des rochers magiques. Donc c'est important. Et donc voilà, c'est des réalités intersubjectives qui n'existent que parce que les humains y croient. Et là, le truc, c'est que dans ce bouquin-là, en fait, il nous fait remarquer on va avoir des réalités intersubjectives des ordinateurs. C'est-à-dire que, en gros, entre les ordinateurs, voilà, ou entre nous et les ordi. Bah, peut-être les deux, mais du coup, c'est-à-dire que tu vas avoir des choses qui vont exister que dans le monde des ordinateurs. Et donc, il disait, quand il se promène avec son neveu à Tel Aviv qui joue à Pokémon Go, et il se trouve que les meilleurs Pokémon sont dans la bande de Gaza. Non, je rigole. Et donc, je sais pas, il dit, il y a un Pokémon qui apparaît derrière un rocher, son neveu essaie de le capturer, et les autres enfants voient le Pokémon sur leur téléphone, et voilà, réalité subjective inter-ordinateur, quoi. En gros, il y a un Dracofeu, mais il n'y a pas de Dracofeu. Mais en fait, il y a quand même un Dracofeu, quoi. Et donc, là, c'est Pokémon Go, donc on s'en fout. Mais il cite, par exemple, le classement de ton site internet dans la recherche Google. C'est une réalité intersubjective ordinateur. Et c'est hyper important, en fait, enfin, tu vois, pour ton business.
Donc, pour être premier, il faut faire tout un tas de choses. Alors, si les trucs qu'il faut que tu fasses pour être premier dans Google, c'est pertinent, c'est cool. Mais si tu autorises à utiliser plein de bots pour créer du trafic sur ton site et ça te passe en premier, bah, c'est pas cool, quoi. Et c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui sont dans le monde virtuel, mais qui finalement sont hyper impactantes et hyper objectives et hyper réelles, quoi. Donc en fait, le point, c'est qu'il dit il faudra se méfier des réalités intersubjectives qu'on va créer dans l'espace virtuel, comme quand on a créé les sorcières, par exemple, dans l'épisode précédent, quand on parlait des sorcières. C'était con d'avoir créé ça. Et donc, si on crée un truc con dans l'espace virtuel, et ça sera délétère. Voilà. Okay. C'est vrai que tu sais, en fait, tous les trucs un peu de scoring digitaux, tu sais. Scoring en Chine. T'as deviné. T'as deviné exactement ce que j'allais dire, ouais. C'est ça. Tu sais, ranking de ton site web, scoring en Chine. C'est quoi même, scoring en Chine? T'as un score, en gros, de comment t'appelles ça? Crédit social? Social score de crédit social. Et en gros, en fonction de ton comportement sur différents aspects, tu perds ou tu gagnes des points. Et ça te donne accès à différents trucs, genre soit à des logements pas chers, soit t'as plus accès au crédit si t'as un score de merde, ou t'as des amendes, enfin ça peut aller super loin. Mais c'est un truc officiel de l'État, quoi? Oui. Ah oui, ok. Je vois. Ouais. Et tu sais, aux États-Unis, t'as une version plus atténuée qui est le credit score. Ok. Ouais. Donc tu vois ce que c'est ou pas? Je devine, du coup. C'est pour qu'on t'as une note... t'as une note qui est partagée, je crois, entre les banques, en fonction de ton historique, de genre combien t'as eu de cartes de crédit, est-ce que t'as déjà été en retard dans tes paiements, blablabla, qui te donne un credit score et qui détermine ton accès au crédit et ton taux, je crois. Ok. Et c'est super important aux États-Unis. Bon, je m'y connais pas bien, mais c'est encore un système de merde qu'ils ont inventé, qu'on a fort heureusement pas importé. mais du coup, tu vois, par exemple, t'as tout un enjeu aux États-Unis de construire son credit score depuis son plus jeune âge. Tu vois. Genre, dès que tu deviens un jeune adulte, tu dois prendre une carte de crédit parce que ça te permet de construire un historique. Et du coup, quand tu auras 25 ans, tu auras déjà un bon credit score et donc ça t'ouvrira. Enfin bref, il y a tout un game du credit score. Ouais. En fait, c'est exactement ça qu'il dit, justement, quand il dit attention aux réalités intersubjectives qu'on crée. Et en effet, il remet une couche sur l'Iran où il dit du coup, tu pourrais imaginer que quand tu portes pas le hijab, en gros, tu perds 10 points, j'en sais rien. Et tu as un score de bon musulman. Et en gros, quand tu vas à la Mecque, tu gagnes 500 points. Quand tu as prié, tu as 5 points et tout. Et en fait, tu classes les gens sur cette échelle-là. J'aurais aimé qu'ils mettent une petite couche sur Israël qui, du coup, score les gens qui vont tuer de manière automatisée. Et pour le coup... Il y en aura un petit peu, mais je vais pas te spoiler. Mais qui score qui sur Israël, je vais compris. C'est l'armée israélienne, elle utilise plusieurs logiciels d'IA qui scorent, notamment dans la bande de Gaza, qui scorent les gens et qui disent de 0 à 100 en fonction de quelle est leur proba d'appartenir au Hamas ou quel est leur rang dans le Hamas. Ouais. Et en gros, en fonction de leur... Genre, par exemple, typiquement, juste te rendre dans la maison de quelqu'un qui a été identifié comme étant au Hamas, du coup, ça augmente tes points, etc., etc. Et là où c'est intéressant, c'est que ça a été pour la première fois utilisé de manière massive dans la bande de Gaza, où en gros, genre tous les bombardements, tu sais, genre ils ont lancé plusieurs centaines ou voire plusieurs milliers de bombardements dans une période super courte sur des dizaines de milliers de cibles. Et tous les experts militaires disent, en fait, c'est pas possible de faire ça humainement, tu vois, genre on n'a jamais vu ça. Et en fait, c'est que c'est automatisé. C'est que c'est leur logiciel. Ils avaient des drones qui survolaient le truc, qui généraient automatiquement des cibles sur la base de leur algo de scoring. Et en gros, ça donnait directement l'ordre de bombarder avec très peu de supervision humaine. Ouais, il en parle justement. Il dit que c'est ça. Ce que tu dis. Il y a pas de preuve formelle, mais en gros, tout pointe vers le fait que, en effet, il n'y a pas de d'aval humain sur est-ce qu'il faut tirer ou pas, et que c'est géré par. Il y a eu pas mal de témoignages de soldats israéliens notamment. Et du coup, pour le coup, c'est encore plus hardcore dans le sens où c'est déjà appliqué, ça a déjà été fait, ça a généré des morts, tu vois, c'est pas du fictif, quoi. Et le truc qui fait flipper, c'est qu'il dit que, en fait, vas-y, ouais.
Et du coup, et aussi, ils ont joué sur les seuils de tolérance. Genre, avant la guerre, avant le massacre du 7 octobre, ils disaient, faut que t'aies 90 sur 100 pour que tu sois considéré une cible. Et du jour au lendemain, on a dit, allez, à 10%, c'était une cible. Mais c'est des vrais chiffres. Ça a donné les résultats. Quoi? Non, c'est pas les vrais chiffres. Ouais. Et on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il dit mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple plus concret que imagine l'ayatollah, il fait ça sur le hijab. Là, c'est pas imagine, là, ça a déjà été fait. Ouais, mais c'est marrant l'ayatollah parce que j'avais préparé des petites blagues et tout. Oui. J'avais mis imagine tu likes un post Facebook d'un imam sunnite, moins 10 points. Faut une petite blague. J'avais préparé des trucs, mais genre j'y me chie sur mes. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des exemples concrets qui ont déjà été faits. Tu as investi dans une crypto-monnaie qui n'était pas halal, moins 40 points. Voilà. Je préparais des blagues, mais genre j'en ai rien à branler. Et ouais, on en parlera de ça dans la guerre du futur, parce qu'en fait, c'est vrai que. Je vais spoiler, mais c'est vrai qu'ils se posent la question maintenant qu'ils ont un peu ouvert la brèche, où c'est une IA qui décide sur qui tu vas tirer. En fait, dans le futur, c'est vrai que quand tu auras deux pays qui sont en guerre, celui qui va se dire vas-y, je vais faire le truc humain et je vais faire vérifier les cibles par des humains, en fait, la tentation sera grande de ne pas le faire, tu vois, parce que tu vas te mettre un désavantage, et donc il n'a pas beaucoup d'espoir pour les guerres du futur et pour l'IA quand elle est utilisée de cette manière-là. Et c'est vrai que ça fait flipper quand tu me dis. Ouais, j'avoue. Ça, en gros, tu vas te dire la tentation va être grande de ne pas faire vérifier tes cibles. Alors, mais c'est quand même sûr, même si tu disais je sais pas quoi, les trucs de reconnaissance faciale, machin, ils sont bons. Mais de toute façon, c'est même pas basé que sur ça. C'est pas des trucs de reconnaissance faciale, forcément. Bref, c'est divers et varié. C'est sûr qu'il y aura des débordements et des conneries. Bon, en même temps, tu vas me dire quand c'est les humains aussi, mais c'est vrai que du coup, c'est. Non, mais le problème sur le sujet de l'IA, c'est que tous les trucs où on se dit attention, à chaque fois, il y a une phrase après qui est mais la tentation va être grande de le faire. Ouais. Et c'est un peu le problème de tous les sujets avec l'IA. Tu fais par contre, c'est quand même tentant de faire ça. Ouais. Voilà. Ensuite, toujours dans ce thème de réalité intersubjective, imagine tu demandes à un algo de t'aider à recruter des bons éléments dans ton entreprise, et l'algo va peut-être te dire franchement, les femmes ingénieures sont rarement embauchées, donc quand tu as une candidate, il faut faire gaffe, il va faire statistiquement, tu vois. Et puis après, tu vas avoir un autre algo qui va dire aux femmes de ne pas se lancer dans les études d'ingénieur parce que c'est trop compliqué de se faire embaucher et tout. Et voilà, des trucs autoréalisateurs. Ouais, je sais pas, des trucs comme ça. Voilà. Et donc, il dit l'IA peut être créatrice de mythes. Et en fait, ça paraît évident quand on dit ça parce que nous, on est intelligents, on crée des mythes. Mais c'est vrai que l'IA, elle est intelligente aussi, elle peut créer des mythes. C'est ça, j'avais lu un truc où j'avais peut-être entendu un bout d'une conf d'une chercheuse dans le domaine de l'IA, et elle disait ça, elle disait en fait, j'avais pas creusé plus, mais que facilement les algos, l'IA, ils recréent les biais qu'on a, qui existent déjà sans qu'on s'en rende trop compte, mais en fait forcément ce truc par exemple des femmes là, dans le milieu d'ingénieurs, ou ça peut être d'autres choses, en fait typiquement tu peux très vite recréer ça puisque ça existe et qu'ils se basent quand même au départ, l'IA et tout, ils apprennent sur des choses qu'on fait nous, quoi. Ouais, non, mais faut et même c'est encore plus que ça recrée, c'est que ça les accentue. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, et même ça va amplifier parce que du coup, comme c'est un niveau beaucoup plus grand de diffusion ou de. Ouais, après, pardon. Après, ils essayent de débiaiser, mais du coup, en débiaisant, il y a d'autres erreurs, tu vois. Enfin, typiquement, tu vois, il y a le truc typique de en fait, c'est comment tu vois si ton IA est biaisé, c'est que quand t'as des nazis qui sont noirs, c'était le truc de méta. Mais c'est vrai, c'est ça. Ils avaient voulu mettre des noirs parce qu'ils s'étaient dit vas-y, ça va débiaiser mon IA et tout, et après il y avait des gens qui tapaient montre-moi des images de nazis, les nazis et c'était noir. C'est très drôle. Ouais, c'est ça. En fait, comment tu sais si ton truc est biaisé, c'est que tu le promptes et tu vois les résultats. Ouais. Et donc tu lui dis genre donne-moi des infirmiers, et tu vois combien il fait de meufs, combien il fait de mecs. Tu lui dis donne-moi des ingénieurs, donne-moi des chefs d'entreprise, donne-moi machin. Donc en fait, tu promptes sur différents sujets et tu vois le output sur différentes variables, genre couleur de peau, homme, femme, âge, tu vois, sur tes différentes variables discriminantes.
Et du coup, et en fait, tu vois très rapidement que l'output, il est biaisé, et tu vois qu'il est biaisé, et même tu peux mesurer, est-ce qu'il est autant biaisé que dans la vraie vie, ou moins ou plus, tu vois. Ouais. Et donc, il y a des journalistes qui ont fait ça, et même aujourd'hui, il y a des tests. Et du coup, effectivement, il y a plein de... Dans la conception des modèles, ils essayent de corriger ça, méta. Et tu vois, par exemple, tu peux corriger ça de différentes manières. Moi, je m'y connais pas, mais tu peux dire, voilà, quand tu dis faites des gens, il doit nécessairement y avoir un pourcentage de noirs, tu vois. Mais du coup, ça aboutit à des bifles de type, quand il dit faites des nazis, il y a 20% de noirs. Et donc, en fait, c'est super chaud à trixer, quoi. Ouais, donc ça c'était rigolo. Et ouais, je trouve ça rigolo aussi, l'IA qui crée des mythes. Peut-être un jour, on aura une religion avec une... Ce ne sera pas un livre sacré, ce sera une clé USB sacrée. Les gens, ils seront... Un serveur sacré. Ouais, avec le fichier texte avec 10 commandements et tout. Donc voilà, enfin bref, l'IA créera le cocon culturel dans lequel on vit. Voilà, quels sont nos buts, nos aspirations. Voilà, il y avait le score de bons citoyens, crédit social en Chine. Voilà. Ouais. Et ça, c'est fou parce que c'est déjà actuellement très vrai. Tu vois, genre les réseaux sociaux. Combien de personnes ont une grande partie de leur référence culturelle et de leur ambition qui est façonnée par les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Tu vois. Oui, et je suis sûr qu'il y a aussi plein de gens, pour rebondir sur ce que tu dis, tu sais, qui voyagent juste pour pouvoir poster un truc sur Instagram et TikTok. Ça fait vraiment vieux con quand je le dis, mais je suis vraiment pas tout à fait convaincu que ça soit pas tout à fait le cas, quoi, pour certaines personnes. Ou qui vont dans tel resto pour faire je sais pas, mais ouais, je rejoins ce que tu dis. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de moments où ça dicte vraiment ce que tu vas faire, quoi. Donc voilà. Donc, et même, et tu vois, pardon, et aussi, je trouve que bon, on rentre pas dans les IA du futur, tu vois, on est dans des trucs très concrets. Mais même, tu sais, la pub, tu vois. Aujourd'hui, historiquement, là, les 20 dernières années, le budget publicitaire, il a grandement transitionné du monde réel vers le virtuel. Ouais. Tu sais, t'es passé de pub télé, pub radio, pub presse et affiche à pub Facebook, pub Instagram, pub LinkedIn, pub Google, tu vois. Donc ça existe encore la pub dans la vraie vie, mais les budgets ils ont grandement bougé. Et en fait la pub dans la vraie vie, elle était grandement manuelle / humaine. Tu désignais les villes dans lesquelles tu voulais afficher tes affiches. Tu disais je veux cibler 200 stations de métro. Tu envoyais tes flyers dans telle et telle rue. Tu vois. Donc c'était très manuel. Et on a switché à aujourd'hui c'est très ce qu'on appelle programmatique / automatisé. En fait la pub aujourd'hui en ligne c'est que de l'automatique. C'est tu dis tu dis je veux des gens qui ressemblent à ma base de données utilisateur, ou tu dis je vise tu vois, donc en gros c'est grandement automatique. Un nouveau public, tu mets des critères et en gros ça balance ça, quoi. Exactement. Et du coup ça rejoint un peu ce que tu dis de en fait là par exemple c'est sur nos aspects de consommation, nos besoins et notre consommation aujourd'hui est grandement façonnée par la pub, et la pub qui est grandement en elle-même automatisée, quoi. Ouais, good times. Donc tu vois, il y a déjà le contenu normal que les gens postent qui t'affecte aussi, ou qui est fait par l'IA ou machin, mais il y a aussi les pubs, et en vrai la pub c'est pas négligeable. Enfin, je m'excite parce que j'ai lu récemment un rapport sur l'influence non mais sur l'influence de la pub en fait la pub on occulte enfin pas tout le monde, mais genre on a tendance à grandement sous-estimer la puissance de la pub. Genre la pub c'est ultra vénère pour nous faire consommer, pour se comparer entre nous, pour susciter des besoins non nécessaires, pour faire de la compétition sociale. C'est vraiment c'est des gros budgets, quoi. Et là, toi, ce que tu veux dire, c'est que parce que là, en gros, je réfléchis comment on peut raccorder ça. Au truc en gros, ce que tu disais, c'est l'IA de plus en plus, elle façonne nos références culturelles. Et moi, je donnais un exemple de ça, c'est la pub, qui est une instance de l'IA, qui affecte nos habitudes de consommation, qui est une instance de référence culturelle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et après, sans doute que dans la pub, je réfléchissais, mais en même temps, je suis sûr qu'il y a la pub telle qu'on se fait l'idée de la pub, mais il y a aussi peut-être la soft pub, où en gros, c'est les influenceurs qui font des trucs et ça te donne envie d'acheter je sais pas quoi. Et il y a plein de manières, en fait, de faire de la pub. Peut-être même les recommandations sur Amazon, je sais pas. Enfin,
Sûrement que c'est une grande catégorie. Ouais. Voilà. Donc là, on a fait un peu le tour de tout ce que ça pouvait impliquer. Voilà, d'avoir pour la première fois d'autre chose que des humains dans le monde de l'information. Et maintenant, on va voir un peu comment les différents régimes politiques sont susceptibles d'encaisser cette révolution. Parce qu'à chaque révolution technologique, nous dit Yuval, même si on a réussi à s'en sortir pour le mieux, il faut rappeler que tu avais quand même une période vraiment pas marrante, en général tout de suite après la révolution technologique de l'information. Bâtir une société industrielle bénéfique, ça a nécessité de faire pas mal de grosses erreurs, par exemple colonialisme, stalinisme, nazisme, Première et Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et la question se pose, est-ce qu'on va réussir à échapper à faire de grosses bourdes ? Voilà, c'est pas tout à fait écrit. Et donc, troisième et dernière partie, qui va traiter des menaces et des promesses du réseau inorganique. Donc, c'est comme ça qu'il appelle ce nouveau venu. Et donc, on va parler de l'interaction avec les différents régimes, démocratie et autocratie. Et donc, si on commence à s'intéresser par comment l'IA interagit avec la démocratie, donc là, ce que j'ai choisi de partager là dans l'épisode, c'est les quelques principes qu'il donne pour que la démocratie puisse perdurer et fonctionner correctement avec l'avènement de l'IA. Et donc, je vais donner ces quelques principes qu'il donne. Donc, le premier qu'il donne, c'est la collecte des données doit être faite avec bienveillance. Donc, ça veut dire que les informations collectées à mon sujet doivent être utilisées pour m'aider et pas pour me manipuler. Et il dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait faire. C'est-à-dire que la police, typiquement, ne sait pas si tu prends de la drogue, même si tu le dis à ton médecin ou à ton avocat ou à ton thérapeute. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est des gens que tu payes pour qu'ils agissent en ton intérêt et l'information ne se retrouve pas là où tu ne voudrais pas, chez ton employeur ou dans la police. Et donc, il dit, pourquoi ça ne serait pas le cas avec les réseaux sociaux ? Pourquoi ils ne pourraient pas agir dans ton intérêt ? C'est-à-dire que quand tu leur donnes des informations, pourquoi ils ne pourraient pas agir comme le fait le thérapeute, le médecin, voilà. Et donc, ça vaut peut-être le coup de méditer là-dessus. C'est-à-dire qu'il dit, les messageries électroniques, les moteurs de recherche, aujourd'hui, on a ça gratuitement. Pourquoi on pourrait pas songer à le rendre payant ? On avait vu ça, je crois que c'est dans le livre de Andrew Yang. Et donc, à partir du moment où tu rends ces choses-là payantes, quelque part, tu peux t'arranger pour que le service, il est là, il est payant, et derrière, ils ne sont pas obligés d'utiliser tes données de manière non bienveillante. D'accord. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce qu'on en pense, mais ça, on en a déjà parlé de rendre ces services-là payants au lieu de les laisser gratuits. Ouais, moi je peux être d'accord avec ça, mais j'ai du mal avec la notion de bienveillant. Enfin, qui définit ce qui est bienveillant ? Si tu vois ce que. Enfin, en gros, le truc payant versus gratuit, pour moi, c'est un peu distinct de bienveillant, pas bienveillant, dans le sens où c'est juste, tu dis, ok, t'as plus le droit d'utiliser mes données vu que je paye. Donc là, c'est un booléen qui est différent de bienveillant, pas bienveillant, qui est de dire juste, je te fais pas confiance sur le fait que tu vas être bienveillant, et du coup, je te finance et comme ça, tu n'utilises pas mes données. Et ça, pour moi, ça me paraît clair, ou en tout cas faisable. Par contre, sur l'aspect, je te donne mes données quand même, mais il y a des règles pour que tu les utilises de manière bienveillante, ça, je vois pas comment ça pourrait être implémenté, tu vois. En fait, je vois pas ce que... Ouais, il y a un peu une nuance, j'avoue, mais... Après, c'est juste que ça peut être défini... Voilà, je sais pas si c'est lui ou toi qui... Enfin, si c'est Yuval ou toi qui avait utilisé le mot bienveillant. Ouais, si, c'est lui. Ouais, c'est lui qui est bienveillant. Parce que ça peut être de définir en fait, des cas, enfin comme le médecin, ou je sais pas quoi, il y a des cas où il est obligé de divulguer une information dans le cadre d'une enquête ou je sais pas quoi. Enfin, ça c'est ok, mais sinon il n'a jamais le droit. Donc ça peut être pareil avec. C'est pour ça en fait, moi j'aurais dit comme Georges. Mais c'est vrai que le cas du médecin, du thérapeute et de l'avocat, en fait, ça me fait un peu réfléchir, parce que je me dis c'est vrai qu'en fait quelque part on sait un peu faire. Enfin, je veux dire.
de ne pas divulguer, sauf dans certaines conditions très particulières. Non, mais disons qu'en gros, tu les payes pour un service et c'est toi le client et ils sont là pour t'aider et pas te casser les couilles, quoi. Et oui, en ce gros, que tu dis, pas te manipuler. Ouais, c'est ça. Et donc, j'aurais dit comme Georges, sauf que l'exemple, j'avoue, ça me fait réfléchir, tu vois, où je me dis, bah, en fait, j'avoue que c'est un peu la norme, en fait, juste de traiter les gens comme ça qui te payent, en fait. Oui. Donc, non, mais moi, je peux être d'accord avec ça, mais c'est juste que du coup, le diable se cache dans les détails et il faut lister précisément au cas par cas c'est quoi un truc bienveillant, pas bienveillant, tu vois. Et les entreprises ont toujours essayé de le contourner. Enfin, on pourrait s'imaginer que le GDPR, qui est de dire je réclame le consentement de l'individu pour partager ses données ou les utiliser, c'est une forme d'implémentation de ça. On pourrait imaginer, c'est une forme d'implémentation de son précepte qui est dit ça doit être fait de manière bienveillante, du coup je réclame le consentement. Mais tu vois, genre bref, et tu vois, mais le GDPR par exemple, ça a été compliqué à implémenter, c'est super controversé, il y a plein de gens qui disent que ça sert à rien. Enfin, tu vois, rien que ça, qui est une instance d'implémentation de son précepte de bienveillance, c'est complexe, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Après, voilà, disons que ça peut être une guideline. Après, est-ce qu'on a la solution? Je sais pas. Mais déjà, ça peut être une guideline. Et juste pour finir, peut-être il y a des gens qui vont être choqués du fait que ça soit payant. Mais si on estime que c'est des services essentiels, en fait, on peut tout à fait imaginer que si c'est comme la santé, juste que ça soit payé par les impôts et par la communauté, en fait. Enfin, c'est pas du tout choquant pour moi si on se dit que ça, c'est un service essentiel. En gros, c'est payé par l'État. Mais je me rends pas compte de l'ordre de grandeur de ces services, tu vois. Bah ouais, donc en fait, on avait vu dans le livre de Andrew Yang que c'était quelques euros en fait par mois par utilisateur pour les gros réseaux sociaux, sauf Insta et Facebook où c'était 16 euros par mois. Je comprenais pas comment ils arrivaient. En gros, ils généraient 16 euros par mois de revenus publicitaires par utilisateur. Ouais, ils étaient un ordre de grandeur au-dessus des autres. Okay. Mais je n'ai pas le détail. Je me souviens juste qu'on l'avait vu dans le livre de Andrew Yang. Qu'en gros, si on veut ça, il faut payer 10 fois plus Facebook. Mais bon, je sais pas pourquoi ils génèrent autant de thunes. Donc, mais tu vois, sur son truc de bienveillant, machin, moi, ce que je retiens, c'est plus... en gros, là, on va avoir de plus en plus de données sur les gens. Ouais. La capacité des grosses boîtes à utiliser ces données pour atteindre leurs desseins, quels qu'ils soient, va être de plus en plus élevée et va être même démesurée avec l'IA. Et du coup, il faut mettre des garde-fous, soit sur la collecte des données, soit sur l'usage que ces boîtes vont en faire, parce que sinon, elles vont atteindre un niveau de puissance qui va être démesuré. Et nous, la puissance publique, ou nous, le peuple, on ne sait pas si ça va être pour notre bien ou pas, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est pas très compliqué ce qu'il dit. En fait, c'est exactement ce que tu dis. Et c'est juste que, quelque part, le problème central, c'est que vu que ce qui rémunère ces entreprises-là, c'est de collecter les données, en gros, tu es un peu obligé de passer, si tu fais le raisonnement, par le fait que oui, il va falloir quelque part les payer pour les services qu'ils rendent et que c'est un peu le seul truc qui va permettre d'arrêter ces profits liés aux données parce que s'ils arrêtent ça, ils ont plus d'argent en fait, donc ça marche pas comme business model. Donc, c'est la première brique de la pyramide, quoi. Oui, mais il y a plusieurs manières de faire, quoi. Tu peux soit changer le business model, dire t'es plus basé sur la pub, maintenant t'es basé sur les abonnements, c'est ce que tu dis. Ouais. Mais tu pourrais aussi atténuer, tu vois. Tu pourrais dire au bout de tant de temps d'usage de l'appli, elle black out et ça marche plus, c'est fini. Ou tu pourrais dire il y a une limite de pression publicitaire. Au bout de 122 pubs affichées dans le mois, on ne t'en affiche plus. Tu vois, en fait, mon point, c'est que tu peux innover là-dessus, quoi. C'est pas nécessairement... Ouais, ok, non, j'avais pas pensé à ça. Ok. Bon, premier principe, bienveillance. Deuxième principe, la décentralisation. C'est-à-dire qu'il dit la base de données médicale ne doit pas être fusionnée avec la base de données de la police et celle de la banque et de la compagnie d'assurance, etc. Parce que ça peut faire basculer dans le totalitarisme, puisqu'on avait vu que le totalitarisme, selon lui, c'est de faire converger les informations au même endroit. Donc on a compris ça plutôt dans le livre. Et donc voilà, attention à décentraliser. Voilà, puisque le principe de la démocratie, c'est d'avoir plusieurs institutions qui peuvent se checker les unes les autres.
Donc décentralisation. Un autre principe, c'est la réciprocité. C'est-à-dire, il dit que si tu surveilles les citoyens, un niveau de surveillance similaire doit être appliqué aux institutions et aux dirigeants. Voilà. C'est donnant-donnant. Donc, celui-là, il est rigolo aussi. Il a fini ses grands principes, mais après, il donne quelques règles. Je n'avais pas compris la différence entre les règles et les grands principes. Donc, on va faire comme si on avait compris. Donc, quelques règles. Les faux humains sont interdits. Donc, tu n'as pas le droit aux bots qui se font passer pour des humains. Et là, attention à la nuance, parce que tu as le droit aux bots. Donc, imagine un bot médecin, ça peut être une très bonne idée, juste c'est ton bot médecin. Mais par contre, tu ne peux pas faire croire que tu es humain alors que tu es un bot. Donc, en gros, il faut tout simplement interdire les faux humains. Et il cite une étude où 43% des tweets en 2020, c'était des bots. Et après, il cite d'autres études à 30%, mais l'ordre de grandeur est fou, quoi. Enfin... Quoi, mais c'est ouf. Ah ouais, non, mais c'est énorme. À un moment, tu discutes avec un gars et en fait, c'est un bot, quoi. Enfin, c'est... Ok. Non, mais c'est beaucoup trop, ouais. C'est énorme. Ouais. Et parce que je sais pas, t'as une vidéo qui est très commentée, très likée, et tu te dis, ah bah c'est que ça doit être une vidéo importante pour la communauté, où il y a dû se passer un truc dans cette vidéo et tout, et en fait c'est des bots. Enfin, et du coup, ces faux bots, ces bots humains, là, ces faux humains, c'est généré aussi par des entreprises, des trucs qui veulent que leurs vidéos soient plus vues, ou des... Ça sert qui, ça ? Je pense que c'est généré par à peu près tous les gens qui ont un intérêt. Ça peut même être des États. Ouais, j'avoue. Ouais. Les Russes, je sais qu'ils généraient pas mal de bots pour aller faire de la merde sur Internet chez les Américains. Donc, oui, c'est vrai. Même t'es en campagne présidentielle, t'es, je sais pas, candidat, tu tweets quelque chose, t'as pas envie d'avoir 0 like en fait. Ouais. Donc t'as des bots, quoi. Et donc, il dit il faut interdire les bots aux grandes dames de David Michigan. Il nous dit qu'il faut également interdire les deepfakes. Donc ça, c'est plutôt évident. C'est-à-dire que tu peux pas te balader sur Internet sans savoir quelle vidéo est fausse et quelle vidéo est vraie. Donc ça, pour lui, capital dans une démocratie d'interdire. Et après... Bon, il rentre pas dans les détails. Interdire, c'est signaler, quoi. Il faut que ce soit watermark. Enfin, il faut qu'on sache, comme les bots, quoi. Il faut qu'on sache. Bah après, là, j'avoue, il rentre pas dans les solutions. Oui. Mais oui, en effet, une des solutions pour les deepfakes, c'est d'avoir des filigranes numériques ou que ça soit vérifié par la blockchain. Je dis ça, on dirait que je comprends ce que je dis, mais en fait, je comprends pas ce que je dis. En fait, c'est le même raisonnement qu'avec le bot. C'est juste, ouais. tu ne dois pas... En gros, tu dois pas mentir, tu dois pas pouvoir simuler la vraie vie sans signaler que c'est pas la vraie vie, quoi. Et du coup, soit dire que t'es un humain alors que t'es pas un humain, soit reprendre une voix de quelqu'un d'autre sans dire que c'est une fausse voix, soit, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est le même principe, mais c'est pas les mêmes. C'est sûrement pas les mêmes solutions, mais. Ouais. Parce que pour les bots, tu pourrais imaginer qu'il faut forcément avoir une identité ou un truc comme ça. Pour les deepfakes, ça commence à passer par des espèces d'empreintes de filigrane numérique que tu aurais quand tu prends la vidéo avec ton iPhone ou voilà. Voilà. Donc les deepfakes interdits. Ensuite, il dit les algorithmes peuvent jouer le rôle de rédacteur en chef dans un réseau social, mais leur façon de fonctionner doit être validée par des institutions humaines. Tiens, c'est peut-être ce qu'on disait au début. Donc on pourrait imaginer une institution, je sais pas, similaire à la CNIL, pour exemple, qui, au-delà d'un certain trafic sur un réseau social, est prioritaire de l'algorithme, propriétaire de l'algorithme. Donc j'en sais rien, si tu as un réseau social qui génère énormément de trafic, je sais rien, Twitter, en gros tu pourrais dire, l'État pourrait dire, ok, là, l'algorithme il doit être transparent, qui recommande les vidéos et qui te fait ton feed. L'algorithme doit être transparent et j'ai mon mot à dire et je corrige ça, je fais ci, je fais ça, ou je donne mon propre algo. Enfin, en gros, faut que ça soit une institution humaine qui valide ce truc-là, quoi. Donc il peut être rédacteur en chef, faut que ça soit validé par une institution humaine. Mais qui n'est pas une entreprise.
Parce que là, pour l'instant, idéalement, c'est validé par des entreprises, le contenu des algos. Genre Meta et compagnie, ils valident leurs algos. C'est ce qu'on disait au début, que du coup... Ah bah oui. Non mais oui, bien sûr. Ouais. Donc là, quand ils disent institution humaine, ça veut dire des trucs de régulation, quoi. Non, mais qui n'ont pas d'intérêt. Disons que tu as plusieurs steps. C'est-à-dire que tu pourrais imaginer une situation où en fait c'est complètement hors de contrôle et plus personne sait comment l'algorithme marche et c'est la merde. Donc là, ça c'est quand même la pire. Ensuite, en effet, la moins pire, c'est que c'est l'entreprise qui détient le réseau social qui quand même comprend comment l'algorithme marche et qui a la main dessus. Et après, le mieux, j'imagine, c'est quand même d'avoir des institutions publiques qui, du coup, cherchent plutôt cherche le mot, ton bien-être, enfin, te veulent du bien, et qui, du coup, vont valider l'algorithme de la plateforme en question, quoi. Ok. Voilà. Oui, ça rejoint aussi pas mal d'ONG qui militent pour la transparence des algos des réseaux sociaux. Ouais. Pas tous les algos, mais tu sais, genre les algos qui déterminent ce qui est le contenu qui t'est affiché. Ouais. En fait, du coup, c'est un peu la step 1 de ce que tu dis. Oui. Déjà, le fait de le mettre open source ou de le rendre transparent, et du coup, le fait de le rendre observable par des tiers pour comprendre comment ça marche, déjà, c'est une bonne étape, tu vois. Ouais, non, carrément. Et en effet, je m'étais dit que si t'as pas la puissance de frappe au début pour fabriquer ton propre algo, tu pourrais mettre au point des tests, tu sais, où en gros, si ça passe pas tel ou tel test, en gros, ton algo, il est not OK. Je sais pas ce que ça pourrait être, mais en gros, tu crées un nouveau profil et tu fais ci et tu fais ça. Et si au bout de 5 minutes, t'as des vidéos de mecs qui se font décapiter, enfin, OK, t'es non OK, quoi. Donc, oui. et pour rappel, en Chine, tu sais, j'avais entendu dire qu'ils proposaient aux enfants sur les réseaux sociaux des vidéos éducatives, donc c'est possible en fait. Enfin, tu peux prendre la main sur le truc et faire ce que tu penses être bien, quoi. Ouais. Donc ça, c'était, ouais, c'est ça. Les algos peuvent jouer le rôle de rédacteur en chef, mais il doit être validé par une institution humaine. Et il y en a un autre qui est rigolo, c'est le droit à l'explication. Et donc, si par exemple un algo te met en prison après un méfait que tu as commis, parce qu'il avait calculé que tu avais une grande chance de récidive, tu dois avoir le droit fondamental de demander une explication. Et le truc, c'est que, apparemment, c'est déjà arrivé, mais je trouve ça tellement incroyable que je me dis que c'est un mytho. Donc, il cite un cas où un algorithme qui s'appelle Compass a mis Eric Loomis en prison avec une sentence a priori élevée pour ce qu'il avait fait. Et le juge pouvait rien dire à part « Ouais, désolé, c'est l'algorithme, j'y peux rien et je peux pas te donner d'explication parce que l'algorithme, c'est la propriété intellectuelle de North Point, les gens qui font l'algo. » Et donc, il est effectivement allé en prison comme avait demandé l'algorithme. Et ça me paraît incroyable. Mais attends, je comprends pas. C'était aux États-Unis, ça ? Ouais. Je crois, hein. North Point, Eric Loomis, ouais, je pense que c'est aux États-Unis. Ouais. Incroyable, quoi. Donc le mec va en prison parce que c'est l'algo qui a dit, et le juge, il fait ouais, désolé, c'est la propriété intellectuelle de North Point, je peux pas te dire. Mais il a quand même alors, comment ça s'appelle ? L'accusation, quoi. Il sait de quoi il est accusé, sans rentrer dans le détail, mais. Oui. Et voilà, d'accord. Mais c'est pas. Dans le texte, Yuval, il dit que la sentence était très élevée par rapport à ce pourquoi il était accusé. Ouais, après, je pense que si vous tapez Eric Loomis, Compass, North Point sur Internet, vous allez avoir l'histoire en entier, avec tous les détails. Mais c'est quand même un peu incroyable, quoi. Mais en fait, je trouve que tu sais, toutes ces règles-là, elles sont bien. Mais tu vois, et je trouve que, tu vois, elles peuvent... En fait, tu pourrais regrouper ça en disant, genre, on atteint un stade où, quand tu concentres du capital et de la donnée, tu as un pouvoir démesuré qui va être de plus en plus grand et ça va être des exponentiels. Et du coup, nouveauté par rapport à avant, c'est accumulation de données et de capital te donne un pouvoir vraiment démesuré, ce qui n'était pas le cas avant. Première nouveauté. Deuxième nouveauté,
on a créé des objets technologiques dont on ne comprend pas comment ils fonctionnent et qui génèrent des outputs sur lesquels on va se baser dans la vraie vie. Parce qu'on considère que ça marche bien et que c'est automatisé et que c'est pas cher. Ouais, comme l'exemple d'Eric Loomis, ça, ok, ouais. Voilà. Donc en gros, et en gros, ces deux trucs-là, qui sont les deux trucs novateurs, il me semble, par rapport à avant, qui sont accumulation de données et de capital te donne un pouvoir de démiurgique, limite, tu vois, t'es comme un dieu. Plus tu crées des objets technologiques dont tu sais pas réellement comment ils marchent, mais tu vas baser tes décisions dessus. La combinaison de ces deux facteurs fait que tu as besoin plus que jamais de régulation, de plus de régulation qu'avant. Et après, la question, c'est comment se matérialise cette régulation et qu'est-ce que ça veut dire. Et là, c'est un peu les règles qu'il décrit, qui sont, il faut plus de transparence sur les algos, il faut avoir des explications quand tu as un output qui te concerne, il faut éviter le croisement des données ou le cumul de trop de données en un point, etc., etc. Mais tu vois, en gros, le point, c'est plus de dire la régulation est plus nécessaire que jamais, ce qui est un peu le contraire du sens de l'histoire aujourd'hui, où la plupart des pays dérégulent en mode Javier Milei ou Donald Trump ou je ne sais qui, tu vois. Oui, c'est ça. Et du coup, ce qui est un peu flippant, tu vois. Oui, mais en fait, c'est exactement le même point que tout à l'heure avec l'IA qui décide sur qui il faut tirer. Il remet cette phrase-là et il dit, imagine, tu as un algo qui accorde des prêts ou qui accorde pas de prêts. Toi, tu veux un droit à l'explication. Mais en fait, la tentation va être grande pour ne pas t'accorder le droit à l'explication. Parce qu'en fait, l'algo qui accorde les prêts, du point de vue de la société, il est juste 1000 fois plus fort que l'humain qui accorde les prêts. Parce que l'algo, juste, il est trop fort, tu vois. Donc, il sait exactement combien il faut t'accorder. Et donc, encore une fois, tu dis, c'est pas le sens de l'histoire. Et en effet, il dit la tentation va être grande de pas du tout faire ça, quoi. Enfin, ça, c'est pourquoi. Oui, mais c'est pas. Ça, c'est une question politique plus que. Tu vois, moi, quand je dis c'est pas dans le sens de l'histoire, c'est dans le sens où il y a beaucoup de pays, de grands pays, où on a élu des gens qui sont pro-dérégulation. Ouais. Et parce que toi, quand tu disais c'est pas le sens de l'histoire, c'était plus, il me semble, du point de vue de l'entreprise. En gros, t'as aucun intérêt à faire ça parce que ça va réduire ton profit et ça va te casser les couilles. Tu vois. Ouais. De l'entreprise ou d'un État, en fait. Parce que quand tu parles de la guerre. Un État, pour son propre. Si un État est censé œuvrer pour l'intérêt général, lui, du coup, il a tout intérêt à accroître la régulation, tu vois. Oui, mais là, dans cet exemple-là, t'as besoin de main-d'œuvre pour faire ça, alors que tu pourrais ne pas en avoir besoin. C'est ça. Dans quel exemple ? Là, l'exemple des gens qui accordent les prêts. En gros, tous ces humains qui accordent les prêts, ils pourraient ne pas travailler et faire autre chose, ou glander, et juste recevoir un revenu universel, pendant que l'algo, juste qui est 1000 fois plus fort qu'eux, il fait tous les trucs. Et donc là, tu as quand même une tentation où tu te dis, quand même, entre faire travailler des gens, entre guillemets, quasi pour rien, et juste avoir l'algo le faire et il est 1000 fois plus fort, c'est quand même tentant de te dire... c'est tentant pour l'entreprise, là, du coup. C'est tentant pour l'entreprise, mais j'imagine que ça maximise aussi le PIB de l'État, puisque en fait, tu crées de la richesse sans avoir besoin de main-d'œuvre, en fait. Donc, si, c'est tentant quand même. Donc, on sera tenté. On sera tenté. Donc, voilà. Yuval pense que ça sent pas bon. Mais ouais. Donc ça, c'était pour la démocratie. C'est la faute de l'homme blanc. Mais au final. Tout ça. Donc voilà pour la démocratie. Donc c'est pas mal, hein, les règles et les principes, même si on n'a pas compris la différence. Ça permet de cadrer le truc. Et si on regarde un petit peu du côté du totalitarisme, donc totalitarisme, on avait compris qu'en gros, quand tout se centralise, l'information se centralise en un point, c'était un peu la définition du totalitarisme pour Yuval. Et là, c'est rigolo, parce qu'il va faire une expérience de pensée qui est très sympa. Et il dit c'est le maximiseur de trombone 2.
Parce que le maximiseur de trombone 1, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est imagine t'es chef d'entreprise, tu demandes à l'IA de maximiser la production de trombone et l'IA tue tout le monde parce que les humains ils sont dangereux parce qu'ils peuvent te débrancher et t'empêcher de faire des trombones et elle transforme tout l'univers en trombone. Donc ça c'est l'expérience de pensée du maximiseur de trombone. Et lui, il propose une nouvelle expérience de pensée qui s'applique dans le cadre d'un régime totalitaire. Et donc, il dit c'est l'expérience de pensée du grand leader suprême qui se fait conseiller par une IA. Et évidemment, l'IA agrège toutes les données du système totalitaire en question. Donc, l'IA, elle a toutes les données de toutes les caméras, elle connaît tout. Voilà, c'est le point névralgique, le nexus du régime totalitaire. Et elle conseille le grand leader, le grand soleil. Et donc là, est-ce que bonne idée ou mauvaise idée à votre avis? Qu'est-ce qui... Là, bête d'idée. Bête d'idée pour le grand leader. Lui, il a toutes les infos de tout le monde. Là, il peut vraiment prendre des bonnes décisions pour maîtriser la population, pour continuer à être leader. C'est ça qu'il s'imagine. Ceux qui mettent le masque sous le nez. Ils se font fusiller direct dans la rue. Ouais. Bachar, il n'avait pas le Nexus. Bachar, il n'avait pas le Nexus. Il était dépourvu de Nexus. Il était dépourvu. Il y avait qui d'autre? Il y avait Kadhafi aussi, il n'avait pas le Nexus. Enfin, ils étaient tous en PLS. Donc en fait, l'expérience. Donc là, voilà. Et donc dans l'expérience du pensée, t'as l'IA qui réveille le guide suprême en plein milieu de la nuit et qui dit attention, le ministre de la Défense va vous assassiner dès l'aube pour s'emparer du pouvoir. Laissez-moi envoyer un commando pour le tuer. Que doit faire le leader des leaders? Et en fait, l'expérience de pensée, c'est celle du dictateur qui a délégué tellement de pouvoir à l'IA qu'en gros, il n'a plus de pouvoir. Et en gros, l'IA, elle fait ce qu'elle veut. Et donc... là, elle lui a demandé quand même. Ouais, mais tu vois bien qu'en gros, il ne va pas dire non, quoi. Il pourrait. Il pourrait, mais il va pas le faire. Et donc ça, c'est... Il va être tenté. Ça, c'est, disons, le gros talon d'Achille du régime totalitaire. C'est que vu que t'as pas différentes institutions pour faire contre-pouvoir, en fait, assez facilement, tu vas te retrouver avec l'IA à la tête du pays. Et ce qui est marrant, c'est que c'est déjà arrivé. Alors, pas avec une IA, mais dans l'ancienne Rome, c'est assez drôle, c'est déjà arrivé. C'est l'empereur romain Tibère qui, en gros, a commencé à écouter son préfet qui s'appelait Séjan, qui était un sacré coquinou, et qui n'arrêtait pas de dire à l'empereur Tibère de tuer des gens dans son entourage parce que, soi-disant, ils étaient en train de comploter contre lui. Et après, il le conseillait, il disait « Mais vas-y, mais nomme-lui et tout, il est pas mal pour ton entourage. » Voilà. Et en fait, à force de tuer des gens et de nommer les gens que Séjan lui conseillait, Séjan. Il s'appelle Séjan. Le gars qui s'appelle Séjan. Séjan lui conseillait de nommer des gens. Et en fait, il avait plus aucun pouvoir. Et même à un moment, Séjan lui a dit par contre, va voir là-bas si j'y suis. Il lui a dit va sur l'île de Capri. Parce que, en gros, les gens, ils veulent te tuer et tout. C'est la merde, va sur l'île de Capri. Et juste, il était comme un con sur l'île de Capri. Pendant que juste, c'était Séjan qui gérait le truc, quoi, tu vois. et donc solide, il dit Séjan était le véritable nexus du pouvoir à la place de Tibère, puisque toutes les informations passaient par lui. Séjan était devenu de fait empereur. Voilà. Putain, Séjan. Et donc c'est ouf, c'est déjà arrivé, quoi, ce truc de... Mais ça a dû arriver plus d'une fois, non, ça? Sans doute, j'en sais rien, mais... tel conseiller devient roi à la place du roi, parce que c'est lui qui a toutes les infos. Il n'y a pas des trucs comme ça avec Richelieu et des trucs comme ça? Non, mais probably. mais là, voilà, c'est juste pour dire que c'est déjà arrivé et que ça réarrivera, parce que l'IA, elle est quand même plus intelligente que ces gens. Et que, en gros, ouais, le gros talon d'Achille du régime totalitaire, c'est que t'as pas le truc où si tu chopes le président, tu vas devoir affronter le Congrès, les journaux, tu vois, enfin, t'as pas ça. Et en fait, juste le régime L'IA, elle n'est pas contrôlée par le Congrès ou le Parlement, c'est ça que tu veux dire? Il va peut-être y avoir une autre IA pour le Congrès et une autre IA qui fait les journaux et une autre IA qui fait je sais pas quoi. Et en gros, il va y avoir battle. Ouais. Où l'IA des journaux va faire ouais, non, c'est pas vrai ce que lui il fait. Et tout, tu vois, il va y avoir battle.
Alors que dans le régime totalitaire, il ne va pas y avoir battle. Voilà. Donc ça, c'est rigolo quand même. Et donc, méfie-toi dans une dictature. Ouais, c'est flippant. Bah oui, c'est plus flippant que rigolo. Quand même. T'as peur de quoi? Bah oui, que... Ouais. Je sais pas. C'est flippant. C'est vrai que c'est un peu flippant. Ouais, non, mais c'est intéressant. Non, mais en fait, je réfléchis, les dictateurs actuels, comment ils font. Ouais. J'imagine que du coup, ce qu'ils font, c'est que juste ils répartissent le pouvoir. En gros, tu sais, comme tu disais, dans une démocratie, il y a des contre-pouvoirs. Ben, en fait, le dictateur, ce qu'il doit faire, c'est qu'il se crée un peu de la concurrence interne entre ses sbires, de manière à pas pouvoir se faire phagocyter par un ces gens qui va le hagar, tu vois. Et du coup, genre, il donne 20% du pouvoir là, 10% là, 30% là, machin. Et comme ça, il se met yimbe. Et idéalement, parmi des gens qui s'aiment pas, comme ça, ils se bouffent un peu entre eux, tu vois. Mais du coup, je réfléchissais comment ça s'applique avec l'IA. En fait, c'est quoi? C'est que tu crées plusieurs IA qui sont... toi, tu veux être dictateur et tu veux savoir comment bien faire pour être dictateur? Non, mais tu vois, en fait, je pense que le dictateur je regarde, est-ce qu'il peut se résoudre cette problématique-là? Et soit tu la résous... Je pense, pour moi, il y a deux manières de résoudre ça. Soit tu la résous par un truc hybride humain-IA, c'est-à-dire tu crées pas une IA surpuissante. Tu crées une IA un peu moins puissante que ce qu'elle pourrait être, et tu gardes un peu des humains à côté. Tu vois, tu fais un moite-moite. Ouais. Bon, après, t'as le dictateur d'à côté qui va avoir une IA pas bridée qui va te défoncer. Bah voilà, du coup, ok. Alors, ou sinon tu faut qu'il soit suffisamment puissant, tu vois. Parce que peut-être que ton IA moins puissante, elle est quand même plus puissante que l'IA de côté. Tu veux nerfer les IA alors que... Ouais, voilà. Peut-être que ton IA nerfée, tu peux quand même survivre avec. Parce que le pays d'à côté, c'est l'Afghanistan et ils sont loin d'avoir l'IA, tu vois. Soit tu go full IA et du coup, tu te fais des compètes entre IA, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que mais bon, ça paraît, c'est-à-dire que t'aurais toutes les IA qui viennent te refaire du reporting et elles seraient pas liées entre elles auraient pas les mêmes infos. Arrêtez, mais là, on dirait genre elles viennent avec leurs petits bras et leurs calepins faire du reporting. Bah, tu crois qu'elles font quoi? Je crois pas qu'elles font ça, si. Tu sais, c'est un robot Optimus qui arrive. Non, mais t'as 4 écans, quoi. Il y a A, il y a B, il y a C. Ouais, mais bon, du coup, ce que t'es en train de dire, ça revient au truc où t'as l'IA, je sais pas quoi, qui est plus, j'en sais rien, sur les médias, l'IA qui est plus sur... Enfin, en gros, ça revient à faire les espèces de contre-pouvoirs de la démocratie, vous avez craqué. Non, c'est pas non, justement, c'est pas la contre-pouvoir de la démocratie. Bah non, parce qu'ils sont d'accord avec toi. Ouais, c'est plus ce que je décrivais avant, c'est ce que font les dictateurs aujourd'hui, qui est de répartir le pouvoir ou de... Tu vois. Ouais, non, c'était bien tenté, mais vous avez craqué quand même. On a craqué notre string. Donc, à la fin du livre, il a introduit le concept de rideau de silicium. Rideau de fer, rideau de silicium, haha. Oh là là. Et dans tout le livre, donc, on a vu énormément de casse-têtes technologiques qu'il va falloir résoudre. Et il pense que c'est très probable que différents États vont essayer de résoudre différemment tous ces casse-têtes. Et donc, pour ce faire, encore une fois, la tentation va être grande de se couper du réseau et de te retrouver avec différents réseaux indépendants. Voilà, c'est pas impossible que l'État français trouve que Instagram et Twitter, c'est sous-optimal et que du coup, ils aient envie de faire leur propre réseau où tu es isolé de ça, par exemple. Bon, les Chinois, ils le font déjà un peu beaucoup. Voilà. Donc, c'est pas impossible d'avoir des gens, des États qui trouvent leur propre solution à ces mini-problèmes et qui s'isolent. Donc ça c'est plutôt probable et lui l'exemple qu'il donne dans le livre c'est tu pourrais avoir une société d'un côté qui met l'accent sur le corps et qui s'emploie à rendre la vraie vie meilleure et une autre société à côté qui se concentre sur l'esprit et où tout ce qui se passe dans le vrai monde n'a pas d'importance et les gens ils vivent plutôt dans le métaverse et dans le monde virtuel. Et donc, dans ces deux sociétés, tu vas avoir des rapports différents à la pollution, tu vas avoir des réponses différentes à est-ce que les IA sont des personnes, est-ce que tu peux choisir à ta guise ton identité, et la tentation sera grande de t'isoler, en fait, des gens qui n'ont pas répondu de la même manière que toi à ces trucs-là. Mais on le voit, sur la Chine, en Chine, il y a plein de trucs qui sont interdits sur Internet, juste, en gros, ça les saoule, quoi. Enfin, ils sont pas chauds pour avoir ça, quoi. Et juste, juste c'est interdit, donc c'est comme... Comme quoi, par exemple, j'ai pas compris. En Chine, j'imagine que t'as pas le droit d'avoir... C'est quoi que t'as pas le droit d'avoir en Chine ?
Facebook, t'as pas le droit. Ah oui, d'accord, tu veux dire, ils interdisent des... Ok, j'avais pas compris ce que tu veux dire. Donc, tu pourrais très bien couper le câble et dire, juste, faites pas chier, quoi. Enfin, moi, je fais mon propre truc et... Voilà. Donc, voilà où pour le rideau de silicium. Ça, on en a déjà parlé. Il y a des questions géopolitiques. Pour faire de l'IA, il faut des puces, des talents, des satellites, des data centers. On a quoi en Europe ? Il va se passer quoi si l'Europe se divise ? Lui, il est de ceux qui pensent que l'Europe va devenir une colonie américaine. Ce qui n'est pas le pire des scénarios, mais il dit quand même c'est pas incroyable. Voilà, il dit c'est difficile de dissimuler un laboratoire de missiles nucléaires, c'est quand même assez facile de dissimuler un laboratoire d'IA. Voilà, les trucs d'Israël, on en a parlé. Imagine deux puissances qui se font la guerre, grande est la tentation de laisser l'IA gérer. Voilà, et il dit en même temps à quoi ça sert la guerre dans une économie de la connaissance. Les colonies numériques qui se font miner leurs data vont-elles se rebeller ? Donc, en conclusion, il dit l'invention d'une nouvelle technologie de l'information est toujours un catalyseur de changement historique majeur. Donc, quel est le but de ce livre pour Yuval ? Il dit ça n'est pas de faire des prophéties, c'est-à-dire que s'il savait ce qui allait se passer, il n'allait pas écrire de livre, ça il l'a dit à la conférence. Donc il écrit un livre pour voir les différents scénarios possibles et pousser les gens à réagir, éviter les pires scénarios, s'orienter vers les meilleurs. Et ça, il en a reparlé à la conférence aussi, mais c'est vrai qu'on remarque que c'est quand même des sujets qui sont totalement absents du débat politique. Quand il y a eu la conférence, c'était juste après l'élection de Donald Trump, et en fait, il s'était remémoré les différents débats, et à aucun moment l'IA avait été évoquée. Je crois que Donald Trump, il dit The AI, et il l'a dit une fois. Voilà. Donc, une des manières de le faire apparaître dans le débat politique, c'est de faire connaître le sujet à un max de personnes. Ça, c'est dédicace à Jean Covici. Et voilà, il dit un truc rigolo. Il dit il y a des gens qui votent, qui se soucient de l'immigration en disant que les immigrés vont prendre leur travail et changer leurs habitudes de vie. Il dit, si tu votes pour ça, l'IA, t'as intérêt à te soucier pour ton taf et pour tes habitudes de vie parce que ça va être 1000 fois plus powerful que les immigrés. Voilà. Et il dit, ces immigrés qui viennent de Californie, on en a plein. Toutes ces datas qu'on donne aux algos californiens et qu'ils utilisent pour devenir encore plus puissants. Et donc, on est sur des enjeux de proportions cosmiques. Soit on réussit notre coup et grâce à l'IA super intelligente, la galaxie, voire l'univers entier se peuple d'humains et d'êtres conscients, et c'est le scénario de la lumière. Tout est conscient dans l'univers. Soit on échoue, et c'est le scénario sombre, c'est que l'IA détruit les êtres humains, mais bon, l'univers est patient, peut-être qu'une autre créature intelligente va apparaître d'ici 500 millions d'années. Et après, il y a le scénario ultra sombre, où... si on est tout seul dans l'univers et que les seuls êtres conscients sont sur cette planète et que l'IA les détruit tous, on aura créé un univers ultra sombre, c'est-à-dire un univers sans conscience, qui est juste la pire des choses qui puisse arriver. Et là, t'as le mec à la conf qui a levé la main pour poser sa question. Et donc, voilà, pour éviter les scénarios sombres et ultra sombres, il faudra renoncer à la vision naïve et à la vision populiste de l'information, bâtir des institutions avec de forts mécanismes d'autocorrection. Voilà. C'est quoi un mécanisme d'autocorrection ? C'est le darwinisme, donc c'est vrai que c'est rigolo que le darwinisme, ça soit la base de tout. Et je finis avec une citation de Yuval. « Les choix que nous ferons tous au cours des années à venir détermineront si le fait d'avoir donné le jour à cette intelligence fut une erreur fatale ou s'il marque le début d'un nouveau chapitre plein d'espoir de l'évolution de la vie. » Voilà, Yuval Noah Harari. Mais du coup, attends, il fait que un scénario lumière et un scénario sombre et ultra sombre, et il n'y a pas un truc un peu pénombre, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc pénombre, peut-être à la Janko ou à la Philippe Biwix, mais je pense pas parce que...
Non, mais parce que le truc lumière, Je sais pas. là, ce que tu as dit, moi, ça, je veux dire, qu'on aille peupler l'univers, je sais pas quoi, j'ai pas. Ouais. C'est ça le Bah, truc ultime. Ça, le truc ultime de l'IA, c'est ça Bah, c'est vrai que si tu as une intelligence qui commence à devenir exponentiellement intelligente, a priori, tu commences à faire des trucs de fou quand même. Ouais, ok. Clem, ça la désexcite de ouf. J'avoue, ça me sauce pas trop. Mais... Bah, tu sais, c'est le principe, Ça me fait pas rêver. c'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est le principe de la sonde de von Neumann, où en fait, à partir du moment où tu arrives à construire une espèce de sonde que tu peux envoyer dans l'univers sur une planète et qui arrive à se reproduire, c'est-à-dire en gros, tu t'envoies la sonde sur une planète et elle fait quelque chose, elle prend des ressources et elle renvoie 1000 sondes. Bah, en fait, au bout d'un moment, juste, t'as un peuplement exponentiel de l'univers, en fait. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu tentant de penser que quand tu as une intelligence ultime, en fait, tu vas assez vite atteindre cette exponentielle. Disons que c'est tentant de le penser. Quoi. Mais là, en fait, c'est là que je me rends compte que moi, je crois que je crois pas à... Mais c'est sûrement idiot, hein, mais au fait qu'on atteindra une intelligence ultime. Ah bah ouais. Mais bon, c'est... Bon, bah, ça, faudrait avoir des arguments, par contre. Mais... Non, mais c'est juste... En fait, je sais pas si c'est que je sinon, crois on peut pas, pas mais c'est que je me argumenter. rends pas compte de ce que ça veut dire, quoi, en fait. J'arrive pas à trop à me projeter... Bah après, ça rejoint un peu, tu sais, les paradoxes de Fermi, là, en mode pourquoi on n'a jamais trouvé une autre civilisation consciente. Et une des raisons, c'est que toute civilisation, à partir du moment où elle atteint un certain stade d'avancement technologique, elle s'autodétruit. C'est une des manières de résoudre ce paradoxe-là. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis sur la partie sombre de l'IA, de dire que toute civilisation, à partir du moment où elle crée l'IA, à la fin, elle se finit par se bifler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une des trouve, réponses c'est au ça. paradoxe de Fermi, c'est que tu finis par inventer un truc et t'es niqué. Ouais. Bah voilà. Ok. Donc, Bah en fait, moi, ça me fait un peu, je sais pas, genre, moi je suis comme Clem, ça m'excite. Tu sais, le turfu me désexcite, quoi. Genre, je sais pas si tu me désexcite. Non, mais je sais pas, ça me Mais fait viens, pas- on vend du merch avec des t-shirts, le turfu me désexcite. Non, mais en fait, je trouve qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent un peu m'attrister. Enfin, il y a un, c'est une forme de dépossession. C'est genre, tu sais, genre, je suis pas vieux, mais je sens qu'on va au-devant d'un monde que pas grand monde vont comprendre, en fait. Enfin, tu vois, genre, genre d'une part, il y a un côté, genre, le monde va devenir de plus en plus complexe et de plus en plus difficile à comprendre si on atteint le stade des IA super intelligentes, machin. Donc voilà, il y a un côté, je suis un peu dépossédé de ma capacité de compréhension du monde. De deux, va y avoir des changements majeurs, super rapides, puisque ce qu'on dit, c'est que si on atteint l'IA auto-apprenante, bah, c'est exponentiel et c'est ultra rapide et machin. Et du coup, la rapidité n'est pas... la vélocité n'est pas en accord avec ce que nos capacités biologiques sont capables d'assimiler, tu vois. Et donc, tu vois, il y a déjà ces deux points qui, moi, genre, ça me fait pas kiffer, tu vois. Genre, un, je vais pas comprendre. Deux, ça va aller trop vite. Genre, si merde, tu vois. Genre... Non, mais parce que là, on a parlé aussi que des scénarios de merde. On n'a pas parlé de ce que ça apporte et en quoi c'est stylé. Enfin, pas trop, quoi. D'avoir eu cette intelligence. Parce que là, finalement, on est en train de dire, bah, du coup, pourquoi on continue à... Enfin, on pourrait être en train de se dire, pourquoi on continue à développer ce truc-là? Est-ce qu'il faudrait pas arrêter? Le scénario de la lumière. Je sais pas. Non, mais... Oui, non, mais... Parce que pour l'instant, quoi, ça sert quoi à des gens qui veulent faire la guerre et des entreprises qui veulent faire de la thune, tu vois. Mais non, ça sert pas que à ça. Non, mais en tout cas, c'est beaucoup les exemples qu'on a pris. On n'a pas pris des exemples très positifs, quoi. Non, ça sert aussi à retirer Alexa des photos où il est chum. C'est quoi? Pourquoi je vais retirer des photos où je suis chum? Non, je dis n'importe quoi. Je dis ça sert aussi à te retirer des photos où tu fais une gueule de merde. Je pensais que t'allais sortir un dossier obscur que je connaissais pas. Non, ok, ouais, non, mais ça peut être utile. Non, oui, enfin, je sais pas quoi vous dire. Il y a le nouveau livre de Nick Bostrom, là, celui qui a écrit Super Intelligence. C'est un livre sur l'utopie de l'IA. Qu'est-ce qui va se passer si tout se passe bien? Ah, voilà, on va lire ça pour contrecarrer. Donc, Clem va le lire. Non, je vais pas Clem va le lire et on va avoir un épisode. Ouais, j'avoue, Clem, allez, c'est parti. Voilà. Donc Nexus, ouais. Okay. Donc ça vous a fait bader, c'est bien.
Moi aussi, un petit peu quand même, on va pas se mentir. On va pas se mentir quand même. Ouais, non, c'est pas... Ça fait flipper un peu, Ouais, mais moi, c'est pas spécifique à Nexus, c'est plus le sujet de l'IA globalement. Quoi. Oui, en général, je suis d'accord, ouais. Mais bon. Mais bon. Est-ce qu'on va refaire le monde? Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, voilà. Et puis, ça, c'est vraiment une fin sympa. Non, et puis aussi, je trouve peut-être qu'on peut dire il y a une faiblesse, mais ce qu'on avait déjà dit sur d'autres bouquins de l'IA, c'est que en fait, ils considèrent que l'avènement de l'IA est plus ou moins inéluctable. Et je trouve qu'il occulte les limites à la planète, quoi. Il occulte tout l'aspect écologique. Et tu sais, on en a déjà discuté souvent ensemble, qui est genre, juste si la planète devient difficilement vivable, ou si, il y a un effondrement des ressources naturelles pour X ou X raisons, ce qui est de plus en plus probable. On n'est pas sûr que l'avènement de l'IA, tu vois, il y a une notion de timing qu'il occulte. Enfin, j'ai l'impression. Non, mais oui, c'est clair que si, disons que si cette espèce d'effondrement, je sais pas, il faut l'appeler, comment il faut l'appeler, mais en gros, c'est cette espèce de peak everything où en gros, t'as plus de ressources, t'as plus d'énergie, t'as plus rien, tout est pollué. Il arrive avant la super intelligence. Bah, c'est sûr que c'est fini, quoi. Il n'y aura pas de super intelligence, oui. Oui, j'avoue, il n'y a pas grand-chose à débattre. Mais tu vois, mais ça, c'est un peu un débat de qui va arriver avant, quoi. Oui, voilà. Mais bon, on peut parier. Oui, bah ça, ouais, voilà. Voilà. À part faire des paris. Bon, allez, épisode 100, la prochaine fois. C'est vrai? Ouais. Épisode 100. Truc de ouf. Du coup, on fait une teuf, des confettis, des paillettes. Ouais, on fera une teuf. Je pense qu'on va commémorer un peu. Et peut-être on mettra en jeu des NFT Christian Gérondeau. Je sais pas si tu sais nous faire ça, genre. Franchement, si tu fais ça, je te respecte. Il va nous attaquer en justice et tout. Bah voilà, bah allez, bisous et à la prochaine pour l'épisode 100 alors. Ciao. Bisous. Ciao. Ah, il va faire des NFT. Quoi? Il va faire des NFT. C'est quoi les NFT? Non, mais je sais ce que c'est les NFT. De quoi tu parles? Il y a un bouquin sur les NFT? Je sais pas. En vrai, j'ai fait genre, je sais ce que c'est les NFT, mais je suis incapable de l'expliquer.